Le Zoom de Smart Impact, et je vous présente mon invité Nadia Oyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes architecte, professeur émérite de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, dans le domaine des matériaux et du développement durable. Vous avez d'ailleurs publié un livre sur ces matériaux et architecture durable aux éditions d'Uno. Tiens, un chiffre pour démarrer, pour informer nos téléspectateurs sur la part de la consommation d'énergie en France due au bâtiment, c'est 44%, premier secteur en matière de consommation d'énergie, mais il y a évidemment tout ce qui concerne aussi la production, la construction des bâtiments. Je vais commencer par une question toute simple, mais la réponse n'est pas forcément évidente. C'est quoi votre définition de l'architecture durable? Ça veut dire quoi pour vous? Je vais vous répondre simplement, c'est celle qui a le moins d'impact environnemental. Alors aussi bien, comme vous l'avez dit, au niveau de son fonctionnement dans le quotidien que dans son élaboration, au moment de sa construction. Ça, je pense qu'on aura le temps de le détailler. Bien sûr, on va détailler ça. Pour faire image, on pourrait prendre un archétype de l'habitat, on va dire l'habitat durable, qui est le plus durable. C'est celui qui est construit avec le bois de la forêt d'à côté ou avec la terre qu'on a sous nos pas, oui, et avec la seule énergie humaine. Alors ça, il y a encore des habitats qui sont construits comme ça, par certains paysans, par certaines peuplades, mais évidemment, l'accroissement démographique a nécessité qu'on construise autrement. Avec effectivement des matériaux, des défis, comme vous le dites, des bâtiments de plus en plus grands pour loger de plus en plus de monde, et ça complique effectivement l'équation de départ. Je vais parler réglementation, tiens, pour démarrer avec cette RE 2020, réglementation environnementale qui incite à utiliser, on va parler des matériaux bas carbone. Ces règles, elles s'appliquent depuis janvier 2022 dans les bâtiments neufs. Est-ce que ça change vraiment la donne pour vous, ça? Oui, alors il faut peut-être la resituer dans le contexte réglementaire. En fait, cette réglementation RE 2020, elle a été précédée de réglementations qui s'appelaient RT 2005 et RT 2012. RT, c'était réglementation thermique, c'est-à-dire qu'on demandait aux bâtiments d'avoir un fonctionnement thermique et énergétique contraint. Là, on définissait 2005, ça a été une chose, puis 2012 plus dur. Plus dur et avec d'autres critères. Réglementation environnementale, ça veut dire quoi? C'est plus global? Et là, c'est une réglementation énergétique, oui, c'est ça, qui tient compte de l'énergie qu'il y a dans les matériaux de construction. C'est-à-dire que quand vous construisez, vous devez donner un bilan énergétique des matériaux qui entrent dans la construction. Cette énergie qu'on appelle énergie grise peut être énorme pour certains matériaux, et c'est celle-là qu'il faut tendre à diminuer. Et alors donc on va chercher des matériaux qui sont des matériaux biosourcés, par exemple. Alors en préparant l'émission, biosourcés, géosourcés, donc là déjà il y a des différences qui sont peut-être un peu compliquées. On fait de la pédagogie aujourd'hui. Matériaux biosourcés, c'est quoi? C'est le bois, par exemple? C'est le matériau qui pousse, oui, c'est ça. C'est le bois, c'est la paille, c'est le chanvre, c'est le lin. Ce sont des matériaux qui absorbent du CO2 en se constituant. Donc ça, c'est assez précieux. Bon, si après, il y a besoin d'un peu d'énergie pour les transformer, pour qu'ils entrent dans le bâtiment. Un autre matériau qui est assez faible, qui a un impact carbone assez faible, ce sont les matériaux qu'on sort du sol et sans trop les transformer pour les mettre en œuvre. Donc c'est la terre crue, ça on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus, et puis la pierre aussi. Donc ça c'est ce qu'on appelle les matériaux géosourcés. Ce sont les matériaux géosourcés. Terre crue, ça veut dire quoi? On construit en terre crue? En terre crue, absolument. Il y a un laboratoire Cratère qui situé à Grenoble qui depuis plusieurs décennies fait des recherches sur le sujet et disait que 30% de la population globale du monde habite dans une maison en terre crue. Donc, effectivement, elle est présente dans l'habitat mondial. Bon, alors là, peut-être que la donne a un peu changé parce que cette étude est un peu lointaine, mais il y a aussi 15% de l'habitat traditionnel paysan en France qui est en terre.
Oui, donc c'est pas. J'étais en train de me dire, oh, mais ça concerne d'autres pays et d'autres civilisations, d'autres sociétés. Ça existe en France aussi. Oui. Terre crue, pourquoi on dit terre crue? C'est de la terre. C'est de la terre, mais elle n'est pas cuite. Okay, c'est-à-dire que la différence entre une brique de terre crue qu'on appelle adobe et la brique de terre cuite, c'est 1000 degrés. Voilà. Et donc de l'énergie, et donc un bilan carbone qui est évidemment pas du tout le même. Alors, de la même façon, les termes acier vert ou béton vert, quand je les prononce, je me dis c'est un oxymore, il y a une contradiction dans les termes. Donc on peut quand même faire baisser le bilan carbone de l'acier ou du béton? Oui. Comment? Et ces deux matériaux majeurs de l'industrialisation vont devoir le faire parce qu'ils sont extrêmement consommateurs à la fois d'énergie pour être produits et ils dégagent du CO2. Leur fabrication même dégage du CO2. Et ces deux aspects, dégagement de CO2 et puis consommation énergétique, sont travaillés par les industriels pour être diminués. C'est ce qu'on appelle l'acier vert ou le béton vert. Est-ce que vous trouvez que l'appellation est un peu exagérée quand même? Non, puis ça... Enfin, c'est parce que c'est une façon de dire qu'on va travailler l'acier autrement et qu'il a des qualités, qu'il est un peu décarboné, quoi. Oui. Mais ça va rester beaucoup plus carboné que les matériaux que le bois, ou géosourcés, évidemment. Est-ce qu'il y a des contraintes quand même? Je reviens aux matériaux biosourcés, le bois, la paille, le chanvre, le lin, vous les avez cités. Oui. Il y a des contraintes dans leur utilisation, c'est-à-dire on ne peut pas les utiliser pour tout type de chantier de bâtiment. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et finalement, la bonne construction, c'est celle qui emploie le bon matériau au bon endroit. C'est certain qu'on ne pourra pas faire une tour de 50 étages c'est beaucoup 50, mais disons 30 étages en terre ou en bois. Oui. Mais toutefois, les pays du Nord construisent des immeubles de 10 niveaux en bois, quand même. Donc là, c'est vrai que les matériaux à la fois biosourcés ont des limites techniques qui ont été dépassées justement par les matériaux de l'industrie. Je pense que la grosse limite, elle est mentale. C'est-à-dire que s'il ne se développe pas beaucoup, la terre, par exemple, qui a quand même, qui peut permettre de construire beaucoup de choses et qui est là en énorme quantité. Quand vous faites des routes ou des infrastructures, vous sortez beaucoup de terre. Et donc là, c'est quelque chose de disponible. Et si on ne l'emploie pas, c'est qu'il y a encore des freins. Quoi, une sorte de blocage mental ou l'impression qu'on revient en arrière dans le temps, d'une certaine façon, c'est ça? Peut-être. Oui. Et pourtant, il y a une chose rigolote. La terre, elle peut être mise en œuvre de beaucoup de façons. Mais il y a une façon, c'est de faire du pisé. Le pisé, c'est entre deux banches. On tasse la terre entre deux banches. Ça ne vous fait pas penser au béton coulé entre deux banches? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui construisent en terre, qui utilisent la technologie du béton, c'est-à-dire les banches maintenant en acier, etc., qui se manipulent plus facilement que celles en bois, et qui construisent en terre, en pisé. Bon, ben voilà, ça ouvre des perspectives. Je voudrais qu'on parle de la consommation des bâtiments. Donc on essaie de construire des bâtiments. Alors déjà, on peut considérer que c'est mieux de rénover que de détruire, reconstruire. Ça, c'est un point de départ. Mais on construit des bâtiments avec des matériaux biosourcés, géosourcés, très bien. Ensuite, faire en sorte qu'ils consomment peu d'énergie ou même qu'ils en produisent plus qu'ils n'en consomment. Ça, c'est vraiment l'architecture durable dans les projets d'aujourd'hui. On voit ça de plus en plus. Oui, c'est-à-dire qu'elle est équipée de panneaux solaires, ou de chauffe-eau solaire. Oui, de géothermie. Géothermie, etc. Oui. Donc, effectivement, si elle ne consomme presque pas pour se chauffer ou se refroidir, parce qu'elle a été bien conçue, bien isolée, etc., et qu'elle a des panneaux solaires sur le toit, elle est à énergie positive.
C'est ça, ce sont les bâtiments à énergie positive. Allez, il nous reste une minute. Je voudrais qu'on parle quand même de ce forum mondial bâtiment-climat qui a abouti, c'était à Chaillot le 8 mars, l'adoption par des représentants de 70 pays de ce qu'on a appelé la déclaration de Chaillot. Beaucoup parlent d'un texte fondateur. Pourquoi oui, ça peut l'être parce que finalement, c'est une déclinaison des accords de Paris sur un secteur de production extrêmement consommateur. Ouais. Donc là, c'est assez, c'est assez fort. Bon, alors après, qui fera les réglementations? Si c'est la finance et les lobbies derrière, là, bon, ça changera pas trop la donne. Mais si ça ouvre aussi à des partages d'expériences et si ça ouvre aux nouveaux récits qu'il faut absolument inventer, y compris dans l'architecture, c'est positif. Merci beaucoup, on termine là-dessus. Merci Nadia Oyer, à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up. On parle alimentation avec une alternative à la viande.